Voici la deuxième vidéo sur autrui. Nous traitons ici la problématique dans ses différentes parties afin de rendre compte de cette question redoutable. Peut-on exister sans les autres ? Alors la première sous-partie peut être traitée par l'exemple, de Lucien Malleson avec le cas des enfants sauvages ou le film de François Truffaut en 1969, L'enfant sauvage, qui prend donc l'exemple d'un individu coupé de la société et qui, la réintégrant, évidemment rencontre un grand nombre de difficultés pour revenir du côté de ses semblables qui lui apparaissent ô combien dissemblables, notamment dans le port des vêtements, la difficulté à articuler des sons, à comprendre un alphabet et par extension un certain nombre de valeurs morales. Alors deuxième sous-partie, on peut prendre le texte de Daniel Defoe, le roman Robinson Crusoe, ou encore une adaptation peut-être plus proche de nous de Michel Tournier, Vendredi ou les limbes du Pacifique, où on voit que le naufragé solitaire rencontre un certain nombre de difficultés mentales liées à la perte de parole, liées à la perte d'image de soi dans le regard de l'autre. Il faudra d'ailleurs attendre que Vendredi apparaisse pour qu'il recouvre un semblant d'humanité, et entre-temps, il s'ingéniera à inventer une société en se livrant véritablement à des jeux de rôle pour se réapproprier ces autres qui lui font tant défaut et faute desquels il semble virer d'abord dans l'animalité puis la folie. Cette deuxième partie est dédiée à la solitude salvatrice, l'éloge de la fuite, puisque contrairement au premier temps, on voit bien qu'il serait tentant de se réaliser, peut-être de se retrouver en étant complètement éloigné de ces autres qui peuvent parfois nous offenser et nous porter atteinte. On peut traiter cette partie à travers deux sous-parties. Par exemple, en un premier temps, la question de l'aliénation amoureuse et en un deuxième temps, la question de la solitude des créateurs. L'aliénation amoureuse, illustrée par exemple dans La Place Royale de Corneille, montre la difficulté liée à la présence d'autrui, qui peut littéralement nous rendre étrangers à nous-mêmes, alienus en latin. Le héros de Corneille, dans La Place Royale, cherche à tout prix à briser les liens d'affection de son aimé, qui l'étouffe et le rend dépendant du moindre soupir de celle-ci. Il vit un véritable calvaire. La solitude des créateurs peut être illustrée dans le corpus philosophique par la position de Machiavel, par exemple, écrivant son œuvre phare, Le Prince, dans une solitude de l'espace social qui lui permet de revisiter toute l'histoire de l'Italie et du Quattrocento. On peut penser également à la position assez connue de Nietzsche, d'ailleurs aux marges d'une forme de folie également dans sa vie, qui va réinventer dans la solitude des cimes toute une capacité à penser le surhumain, et également un certain éloignement des valeurs classiques qu'il remet en cause, notamment dans la généalogie de la morale. Alors, troisième partie, nous l'intitulons le drame de l'existence collective. On voit ici que les autres nous sont certes indispensables, mais aussi et parfois, et hélas, insupportables, ce qu'on peut appréhender à travers deux axes, deux angles. Tout d'abord, l'analyse phénoménologique de la rencontre des consciences, puis, dans un dernier temps, la question de la réflexion politique. Alors, première sous-partie, c'est chez Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, mais aussi dans L'être et le néant de Sartre, qu'on assiste à ce drame de la conscience qui repose dans le rapport à l'autre à la fois indispensable et aliénant, notamment ce regard de l'autre qui me donne consistance, mais me prive aussi de ma liberté. Je n'existe que sous le regard de l'autre, mais celui-ci me détermine et quelque part forcément me réduit. La réflexion politique, dans la dernière sous-partie, montre que l'autarcie n'est pas possible individuellement, ce qu'indique déjà Platon dans l'Hippias majeur ou dans la République. Il faut exister politiquement, coexister avec les autres, mais au nom de valeurs que nous ne partageons pas toujours, en étant soumis à des lois auxquelles nous n'adhérons pas par principe, ce qui pose une certaine difficulté dans les échanges et dans la gestion de l'intérêt et du travail de chacun. Par ailleurs, la coexistence, c'est ce que va nous dire Kant dans son paradoxe de l'insociable sociabilité, suppose qu'on puisse parvenir à ruser avec l'égoïsme de chacun, qui doit concourir à réaliser un espace social commun à tous, sans contradiction. C'est la thèse célèbre qu'on trouve dans la 4e proposition de l'idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique.
Alors mon conseil pour finir, autrui est une abstraction juridique spécifiquement française, le mot n'a pas de correspondant exact dans les autres langues indo-européennes. Ce terme est apparu d'abord dans le vocabulaire juridique, dans les lois de Guillaume le Conquérant, et ce n'est pas un hasard, puisque le propre de la loi est qu'elle envisage justement les sujets en tant que corps, dit Rousseau, et les actions comme abstraites. La loi ne statue donc jamais sur des actions ou des individus particuliers en tant que tels, et c'est là où le terme autrui revêt, c'est utile pour la plupart des dissertations, un caractère de neutralité et de généralité propre au texte de loi, mais aussi évidemment un sens qui laisse entendre que autrui, certes, ce sont les autres, à la fois les membres de la communauté, mais au sens large, tous les autres hommes en général, et que donc ce terme est utilisé surtout dans le contexte d'une certaine mise en relation. Il s'agira de caractériser ce mode de relation davantage qu'un être particulier, qu'un être au sens propre. Et d'ailleurs, c'est bien ce que laisse entendre le fait qu'autrui n'est ni un nom commun, on ne dit pas un autrui ou l'autrui, ce n'est pas un nom propre non plus, donc que désigne-t-il? Ce sont les autres, toujours dans une relation avec un sujet, un vis-à-vis, c'est-à-dire un alter ego.